Alors dans cette vidéo, on va voir un cas pratique en droit des biens. On va faire une correction rapide parce qu'il y a déjà la correction écrite qui figure en lien dans la description. Simplement, je vais vous donner un petit peu de commentaires à l'oral pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre la correction, en sachant que ce cas pratique, il traite intégralement, on va dire uniquement, de la question des biens meubles et des biens immeubles. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, donc je pars du principe quand même que vous avez déjà lu la correction écrite, surtout le sujet, on va dire l'énoncé du cas pratique. Donc, en fait, pour vous, résumer, vous avez des personnes qui, ont visité une maison, l'ont achetée et lorsqu'ils ont fait la visite, ils pensaient qu'il y avait, certains biens qui allaient, f être compris, dans la vente et en fait, ils se rendent compte que, finalement, ces biens ont été emportés et n'y sont plus. Donc vous avez compris que c'est, un cas pratique qui traite sur la distinction bien meuble, bien immeuble et particulièrement, en fait, des immeubles par destination. Je voulais simplement vous donner une correction. Alors ça, c'est un cas pratique réel, hein, qui est tombé, à l'université de Nice. Je voulais simplement vous montrer comment est-ce qu'on résout le cas pratique, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment on fait, en pratique. Donc toujours vous rappelez les faits, l'annonce de plan, en sachant que là, l'annonce de plan, c'était bon, bah, pour distinguer, les différentes situations, qu'on a, entre les différents biens. Alors j'ai mis 4 situations, je vais corriger, c'est 3 situations. Donc d'abord, on avait, la question des lustres. Donc on commence toujours, c'est toujours les mêmes problèmes de droit, c'est est-ce que, tel, bien, constitue un bien meuble ou un bien immeuble? Voilà, c'est toujours la question à se poser. On rappelle toujours la même chose ici. Alors on peut, lorsqu'on va se répéter, moi j'ai remis à chaque fois, pour que ce soit plus clair pour la correction, mais quand vous, répétez là, par exemple, dans le 2 ici, vous pouvez mettre une phrase pour expliquer que, v on peut se reporter, à la solution en droit précédente pour le début et ensuite vous complétez. Et donc là, ça commence toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous expliquez que tous les biens sont soit meubles, soit immeubles. Ensuite, on a l'article 517 qui nous dit: «Les biens sont immeubles», en fait, on décrit les différentes catégories d'immeubles, donc par leur nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent. On définit ce que c'est un meuble par nature, puisque là, en fait, nous, à chaque fois, toute la question, c'est de bien catégoriser, d'attribuer la bonne catégorie juridique, parce que, les conséquences juridiques qui vont ressortir ne seront pas les mêmes, aux biens en question. Donc là, sur les lustres, en gros, pour schématiser, si c'est un immeuble par destination, c'était lié à l'immeuble, ça veut dire que c'était compris dans la vente. Si c'est considéré comme un bien meuble, ça veut dire que le vendeur pouvait valablement emporter le bien avec lui. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir des cas pratiques. Et nous, en fait, on essaye vraiment de bien catégoriser pour savoir ce qu'il en est. Donc, ici, on commence à expliquer, donc une fois qu'on a rappelé tout ça, hein, la catégorie d'immeuble par destination, on le définit, on dit que ça doit répondre à plusieurs conditions pour être qualifié d'immeuble par destination. Donc ça doit être d'abord initialement un meuble par nature. Ensuite, il faut, que ça appartienne au même propriétaire, donc l'immeuble par destination et l'immeuble auquel il est rattaché. Et enfin, c'est la condition la plus importante, c'est que le propriétaire doit effectuer un acte d'affectation de l'immeuble par destination à l'immeuble auquel il est attaché. Donc c'est soit un lien, qui, est démontré par l'affectation à l'exploitation de l'immeuble hors de tout lien matériel. Donc, rappelez-vous, dans le cours de droit des biens, ça peut être, un animal, par exemple, qui va être attaché à une exploitation en particulier. Soit c'est une attache matérielle du meuble à perpétuelle demeure. Et pour ça, on a 2 situations, en fait. On a soit un lien matériel, donc c'est-à-dire, que ça va être il va y avoir des liens d'adhérence physique et durable, donc ça va être, collé, si vous voulez, soudé, comme vous voulez. Soit ça peut simplement être un lien intellectuel, c'est-à-dire qu'on va avoir une volonté d'intégration du meuble à l'immeuble par un aménagement spécial. Donc imaginez une statue qui va épouser parfaitement, un creux, dans un mur qui est faite pour recevoir la statue. Il faut également noter que cette condition relative au lien d'affectation, alors ça, faut toujours le préciser, rapidement, peut être satisfaite lorsque les parties s'entendent dans un acte juridique pour qualifier un meuble d'immeuble par destination. En fait, il faut voir si les parties ne se sont pas entendues entre elles, pour ça. Bref, solution en l'espèce, on vous voyez que c'est logique à chaque fois, il y a plusieurs paragraphes, hein, faites pas un seul bloc, on vérifie à chaque fois toutes les conditions. La condition tenant à l'identité de propriétaire, ça c'est bon, on explique pourquoi et vous voyez que je dis pourquoi elle est remplie, mais après je cite les faits pour expliquer pourquoi, hein. Vous vous contentez pas d'affirmer sans faire référence aux faits. Ensuite, donc la condition, du rapport de destination, on exclut l'accord des parties et cetera. Et là, on explique que, bah, en tout cas ce que je mets moi dans le cas pratique, que le lien de destination est difficile à caractériser. Pourquoi? Faut expliquer. Parce qu'il ressort des faits que lors de la visite, le propriétaire des lieux a simplement indiqué que les 2 lustres dans le grand salon ont été dessinés par l'architecte exprès pour le salon,
Mais bon, il n'y a pas, d'aménagement spécial pour l'intégration des lustres. Donc là, c'est discutable. On aurait peut-être pu retenir, une solution inverse si on l'explique, si on le justifie. Moi, je préfère dire que là, ça sera sûrement pas suffisant. Ensuite, on avait la bibliothèque et la suspension mobile. Donc là, on rappelle la même chose. C'est ici, on rappelle toutes les conditions. Simplement, donc tout ça, c'est la même chose. Simplement ici, voilà, on commence par expliquer que, pour ce qui concerne notre cas, en fait, là, on donne des précisions, hein. Pour la bibliothèque, peut constituer un immeuble par destination une bibliothèque masquant entièrement les murs, construite aux dimensions exactes de la pièce dont elle épousait les particularités, manifestant ainsi la volonté des propriétaires d'en faire un accessoire de l'immeuble, de sorte qu'elle ne pouvait en être détachée sans en altérer la substance. On cite l'arrêt parce que, ça nous va bien, mais le pire truc que vous pouvez faire en cas pratique, c'est de pas rappeler tout ça. Là, à la limite, on aurait pu mettre une phrase en expliquant qu'on l'a déjà évoqué, en haut, mais ne commencez pas tout de suite par la jurisprudence. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, vous allez perdre des points. Tout ce qu'il y a avant est c'est fondamental. Là, ça vient ponctuer, si vous voulez, le raisonnement. Il faut également noter, voilà, que ça, on l'a déjà dit, que ça peut être changé par les parties et cetera. Et là, en l'espèce, très important, vous voyez, à chaque fois, il y a plusieurs paragraphes, hein, je vérifie toujours les conditions et là, cette fois-ci, on explique ici que, ici, on pourrait, comment dire, caractériser un lien de destination par la volonté d'intégration de la bibliothèque à l'immeuble, parce qu'il y a un aménagement spécial. Les faits nous disent que la grande bibliothèque recouvre intégralement, les murs de la pièce appelée bibliothèque. Elle a été faite sur mesure pour cette pièce et elle suit les contours irréguliers. Donc là, ici, il y a une manifestation de volonté d'en faire un accessoire de l'immeuble. Et on poursuit parce qu'il y a aussi le cas de la suspension. Il y a a priori le même raisonnement peut être tenu parce qu'on nous dit qu'il y a une corniche qui a été spécialement créée par l'architecte designer pour recevoir cette suspension. Donc on peut tenir le même raisonnement. Très important, toujours des paragraphes. Il y a des paragraphes pour les différentes conditions, mais il y a des paragraphes pour vérifier différentes conditions. Rappelez-vous, dans la mineure, dans l'espèce, on vérifie, on va puiser dans les faits et on vérifie chacune des conditions. Et enfin, donc le dernier point, c'était sur les fresques. Là, il y avait donc on rappelle un peu les mêmes solutions, mais il y a des solutions particulières sur les fresques qu'il faut connaître. Donc c'est soit avant leur détachement, soit après leur détachement. Donc avant leur détachement, les fresques peuvent être qualifiées d'immeubles par nature, car elles font partie intégrante du bâtiment lui-même ancré au sol. La Cour de cassation juge que constituent les immeubles par nature des boiseries intimement et spécialement incorporées à un bâtiment dont elles ne sauraient être séparées, sans porter atteinte à son intégrité. Donc là, a priori, on a une catégorie juridique d'immeuble par nature avant le détachement, mais cette qualification d'immeuble par nature ne s'oppose pas à la possibilité d'un détachement. La Cour de cassation a pu juger que des fresques, qui étaient donc immeubles par nature, deviennent des meubles du fait de leur arrachement des murs d'une église désaffectée. Mais, il faut le préciser, cette solution semble être conditionnée, c'est-à-dire qu'il faut que, cette qualification, pardon, donc cette qualification ici du coup de meubles par nature, est possible uniquement si les fresques ont pu être détachées, pardon, sans détériorer le mur, sans l'abîmer matériellement, si vous voulez, qui l'accueillait à l'origine. Donc en l'espèce, on conclut, les fresques ont été dissociées du mur qui les accueillait à l'origine, mais là, les faits, il faut l'expliquer quand vous n'avez pas de précision, vous le dites. Les faits ne précisent pas que si ce détachement a été réalisé sans détériorer le mur ou pas. À défaut de précision, donc on va supposer, que, c'est le cas et donc dans ce cas-là, il s'agirait de meubles par nature. Là, ce qui est possible de faire aussi dans les solutions comme ça, quand vous n'avez pas d'explication et que vous savez que le prof est sévère, c'est vous dites: «À défaut de précision, nous allons envisager 2 hypothèses. Hypothèse numéro 1», on aurait pu mettre là, hein, hypothèse numéro 1, dans une première hypothèse, si l'on considère que, le détachement a été fait avec détérioration du mur, alors hypothèse numéro 2, si ça a été fait sans détérioration, alors on retiendra ça. C'est important si vous avez, voilà, un correcteur qui est un peu sévère, comme ça vous limitez la casse, vous êtes sûr que, il vous retire pas des points. Parce que ça peut arriver aussi que dans la correction, dans le barème, vous avez parfois, hem, mettre des points si l'étudiant a envisagé les 2 hypothèses, par exemple. C'est possible aussi. Voilà, c'est tout pour cette correction de cas pratique. J'espère que ça a été clair et que ça vous a été utile. Quant à moi, je vous dis bonne révision et si vous voulez d'autres cours, complets comme ça, je vous invite à rejoindre l'académie, dont le lien est dans la description. Mais évidemment, sur la plateforme, on a plein d'autres contenus. On a des QCM, on a des fiches de révision vidéo, on a des flashcards, bref, tout ce qu'il faut pour réussir sa licence en droit.